Cette histoire commence comme une rencontre et se termine par une exécution. Dans un monde où tout le monde a des pouvoirs, sauf une seule personne, un groupe se croit juste. La violence est invisible, jusqu'au moment où elle devient impossible à ignorer. Je vais te raconter comment on fabrique une victime. Si j'en ai l'occasion, je les tuerai. Chaque faute devenait une pierre. Ils ne savaient pas qui j'étais. Maintenant, laisse-moi te raconter comment tout a commencé. Certains disent que le pouvoir est né d'une anomalie dans la réalité, que quelque part, le temps a pris un autre chemin, comme une voiture qui aurait quitté la route pour couper à travers champs, et que nous, les humains, nous avons miraculeusement survécu à cette sortie de route. D'autres pensent qu'il s'agit d'un cadeau divin, comme si notre monde avait été une bouteille de champagne et qu'un jour, sans raison apparente, le bouchon avait sauté, projetant les pouvoirs dans toutes les directions. Quoi qu'il en soit, quelque chose s'est produit, et tout le monde depuis possède une aptitude surnaturelle. Tout le monde, sauf moi. C'est là que résidait mon erreur, ou ma force, je ne le savais pas encore. Le bus cahotait, grinçait, vibrait comme un animal blessé. Le plus dur dans ce monde, ce n'est même pas d'être vulnérable. Le plus dur, c'est d'être presque totalement dépendant d'un monde qui n'a plus besoin de vous. Un groupe de garçons est monté à l'arrêt d'après. Ils ont pris le bus en otage sans même en avoir conscience. L'un d'eux m'a bousculé, l'autre m'a traité de bourge sans pouvoir, comme si mon regard trahissait une faiblesse honteuse. Et moi, je suis resté immobile, le dos contre la vitre. Un petit caillou roula vers moi sur le plancher du bus, comme une réponse. Je le ramassai. La scène reprit son cours. Une voix se leva derrière eux. « Hé, ça suffit! Laissez-la tranquille !» Une jeune femme avançait. Cheveux courts, regard ferme. En quelques instants, elle envoya le groupe valdinguer au fond du bus. Elle me tendit la main. « Ça va ?» Je ne répondis pas, mais je la suivis. C'est ainsi que Jeanne entra dans ma vie, et que mon premier caillou trouva sa place. Entre, fais comme chez toi. Mathilde, voici Mathis, Chloé, Bruce, Pécaline et Mike. Et les autres, voici Mathilde. Salut, moi c'est Mathis. Elle vient d'où ta protégée ? Du quartier ouest de la ville, dans le bus. Ah, le fameux bus. Ils m'ont accueilli comme on adopte un animal un peu cabossé, quelque part entre la pitié et la curiosité. Plus tard, dans le salon, tout le monde m'a porté un toast. À Mathilde ! À Mathilde ! La première fois qu'ils ont porté ce toast à mon nom, j'ai compris que pour eux, je n'étais pas vraiment une invitée. J'étais un rôle, une fonction, la différence qu'on brandit pour se trouver intéressant. Ils ont ri, ils ont trinqué, ils ont levé leur verre à Mathilde, la petite trouvaille de Jeanne. Et moi je suis restée silencieuse. Sur la table, 3 petits cailloux se sont alignés tout seuls, comme un chapelet minéral. Personne n'a rien vu. Le soir même, en me couchant dans la chambre qu'ils m'avaient attribuée, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Il était légèrement flou, comme s'il s'était assis à côté de moi plutôt qu'à ma place. Une première couronne, mais pour qui est-elle donc ? Pour qui est-elle donc ? Une première couronne d'injustice tressée. C'est le sang des justes, c'est le sang des justes qu'on a dérobé. Une vieille comptine me revenait dans la tête. Je n'avais pas repensé à la cave depuis des années. Pourtant, ces jours-là, les souvenirs revenaient comme des lames. J'avais 12 ans lorsque mon père m'y avait conduite. Nous avions descendu les marches de pierre dans le silence comme 2 funambules au-dessus d'un gouffre. Nous nous étions arrêtés devant une lourde porte de bois. Un symbole était gravé dessus, un cercle brisé, un œil fendu. Mon père avait posé sa main sur ma joue. « Quoi qu'il arrive, il faudra que tu restes calme, Mathilde. » Derrière la porte, il y avait le visage de l'humanité dans ce qu'elle a de pire, qu'il disait. Pas un monstre, pas une bête, juste la vérité nue. Ce que tu vas entendre là-dedans, me dit-il, tu le retrouveras partout où tu iras. Un souffle, un grognement, des voix sans corps, puis un cri étouffé qui n'avait rien d'humain. Mon père avait refermé la porte et m'avait serré contre lui. Souviens-t'en. Hélas, je m'en souvenais. Nous sommes partis un matin avant que la ville ne se réveille. Jeanne m'avait dit que ce serait bien pour moi, qu'un changement d'air m'aiderait, qu'ils étaient mes amis et que j'étais en sécurité avec eux. Je n'ai rien dit, mais je suis montée dans la voiture. Parce que je n'avais nulle part d'autre où aller. Parce que j'avais encore l'illusion qu'ils étaient sincères. Et aussi, il faut l'avouer, parce que je fuyais quelque chose de plus ancien qu'eux. Quelque chose qui ressemblait à un symbole gravé sur une porte de bois. Nous roulions vers un pays lointain, un coin isolé, montagneux, où la nourriture manquait autant que les regards bienveillants. La route était longue, le fil du monde semblait s'étirer autour de nous comme une corde prête à rompre. Au début, tout allait presque bien. Ils parlaient, riaient, faisaient des plans. J'observais les paysages tordus par la lumière. Et puis vint l'erreur. La nourriture était rare dans la région. Une simple caisse de vivres valait des semaines de confort. Je portais cette caisse quand je me suis pris les pieds dans une racine sèche. La pente était traîtresse, le sol glissant. Je me suis rattrapé comme j'ai pu, mais la caisse s'est ouverte. Les conserves se sont écrasées sur les pierres, 2 ont roulé dans le ravin, et le silence s'est abattu. Bruce m'a regardé comme si je venais de commettre un crime. « Tu te rends compte de ce que tu viens de faire ? On a assez galéré comme ça, mais il faut en plus que tu nous rajoutes ça. T'es bonne à rien, c'est incroyable. »
Les autres se sont joints, pas en criant, mais en murmurant, comme si la honte avait plus de poids que la colère. Chloé a dit « On va faire comment maintenant ?» Mathis a dit « On avait confiance en toi. Enfin, Jeanne avait confiance. Tu vois où ça nous mène. » Jeanne ne disait rien. Elle ne disait plus jamais rien désormais. Ce soir-là, au moment du repas, Bruce servit tout le monde, une assiette pour chacun. Même Pécaline, qui n'avait rien fait de la journée, reçut la sienne. Puis il s'arrêta devant moi. Il hésita comme si une lutte s'était engagée en lui. Puis il posa la louche dans la casserole. « Non, dit-il simplement. Tu mangeras demain. » Personne n'a protesté. Puis Chloé, d'un ton faussement compatissant, ajouta « C'est juste pour cette fois, Mathilde. Faut comprendre. » Je n'ai pas répondu. Je me suis juste assise dans un coin de la pièce et j'ai écouté le bruit de leur mâchoire. Dans ma poche, un caillou semblait être apparu. Il devint lourd comme un organe. Une deuxième couronne, fallait-il qu'elle arrive ? Mais pour qui est-elle donc ? Une troisième couronne me tient éveillée. C'est la fin de ceux dont j'ai été privée. La faim rend fou. Eux aussi le savaient. Ou peut-être que c'était précisément pour ça qu'ils jouaient avec. Le lendemain, Jeanne m'a réveillée. Debout, on doit aller chercher du bois. Je n'étais qu'une silhouette qui obéissait, une boule de pâte que l'on pouvait modeler comme on veut. Ils m'ont fait transporter des charges trop lourdes pour mon corps, et quand je tombais, ils disaient « Encore une erreur. Chaque jour, une nouvelle faute. » Une nuit, on ferma ma porte à clé. On ne me laissait plus sortir que pour travailler. Puis je retournais dans cette pièce vide, sans fenêtre, où seule ma respiration existait. Il n'est pas utile de tout décrire. Il suffit de dire ceci. Il détournait toujours le regard, toujours. Un soir, Bruce m'a convoqué. Il tenait un petit carnet blanc dans les mains. Il l'avait décidé la veille dans la pénombre de la pièce commune pendant que je faisais semblant de dormir derrière ma porte verrouillée. Je ne distinguais pas chaque mot, mais je comprenais déjà le sens. Ils étaient trop lâches pour me tuer, trop affamés pour me pardonner, trop coupables pour me laisser partir. Il leur fallait un autre outil, un instrument qui leur donnerait l'illusion d'avoir raison. Le lendemain matin, ils m'ont réveillée plus tôt que d'habitude. Je savais avant de les voir que quelque chose avait changé. Le silence lui-même avait une autre texture. La peur, quand elle stagne, fait gonfler l'air. Ils étaient tous là, alignés comme un tribunal d'opérette. Les visages tirés, les estomacs creux, la morale en lambeaux. Bruce tenait ce petit carnet blanc. Blanc comme un linge, blanc comme un mensonge, blanc comme une contamination qui n'ose pas dire son nom. Il me fit signe d'approcher. « Mathilde !» Il prit un ton solennel, presque bienveillant. Celui que prennent les bourreaux pour se convaincre qu'ils ne le sont pas. Après discussion et une réflexion collective, nous avons décidé d'établir un système simple, pour le bien de tous. Il posa le carnet sur la table. Le bruit sec qu'il produisit résonna comme un verrou. Suite à l'incident de la nourriture, suite aux tensions que nous subissons tous, suite à tes comportements imprévisibles, il regarda les autres comme pour chercher leur approbation. Il nous faut un moyen de maintenir l'harmonie, de garantir l'équité, d'éviter les débordements, de rétablir la confiance. La confiance, ils avaient détruit la mienne depuis longtemps, mais ils osaient encore réclamer la leur. Jeanne, les yeux baissés, ajouta d'une voix presque éteinte. « Il faut qu'on sache où on en est, Mathilde, pour éviter les malentendus. » Chloé enchaîna. « C'est pas contre toi, c'est pour nous, pour que personne ne se sente lésé. » Mike murmura. « C'est une mesure provisoire, hein ?» Et Pécaline, qui ne parlait presque jamais, lança presque joyeusement. « On le remplira tous ensemble. » Tous ensemble, dans leur bouche, ces mots étaient une chaîne. Bruce posa enfin la main sur le carnet. « Chaque faute ou comportement problématique sera noté ici. Rien de grave, juste des observations. » Des observations. Ils appelaient observations les humiliations qu'ils m'infligeaient. Ils appelaient comportement problématique le fait que j'existe encore. Il retourna le carnet vers moi. On l'ouvrira chaque matin ensemble. Ce sera notre outil de transparence. Transparence. Le mot vibrait comme une menace. Je ne dis rien. Je ne posais même pas la main dessus. Dans ma poche, un autre caillou, tombé tout seul sans que je l'ai ramassé. Il se mit à peser comme le cœur d'un animal mort. Je levai la tête. Leur manège était si pathétique, si imbibé de peur, qu'il devenait presque comique. Ils avaient besoin que je sois fautive, parce que si je ne l'étais pas, alors c'était eux qui l'étaient. Ils avaient besoin d'un outil, un carnet, un oracle de papier. Bruce ajouta « Nous te demandons simplement d'accepter ce système. C'est la seule manière d'assurer notre sécurité à tous, et la tienne aussi, Mathilde. La mienne, c'était le mensonge le plus parfait, la plus belle de leur couronne. » Jeanne ajouta comme pour m'achever de douceur « On veut juste prendre soin de toi, tu comprends ? Prendre soin de moi en me surveillant, en m'humiliant, en m'enfermant chaque nuit, en me frappant du regard dès que je respirais trop fort, en me privant de pain en attendant que je m'excuse d'être née. » Dans un coin de la pièce, une mouche tournait autour d'un pot de confiture vide. Je me suis assise très doucement et j'ai pensé « Une troisième couronne, un troisième fléau. Pour qui sera-t-elle donc ? Une troisième couronne debout contre la vérité. Une troisième couronne à la bouche ensanglantée. C'est le mensonge qui a été révélé. » Bruce interpréta mon silence comme un inquiétement. Ils interprétaient toujours mon silence comme ce qui les arrangeait de toute façon. Il rangea le carnet dans sa poche. « Bien. Alors on peut commencer une nouvelle dynamique. » Ils se dispersèrent lentement comme s'ils venaient d'accomplir un acte moralement noble, comme s'ils venaient de sauver le monde, ou eux-mêmes. Et quand ils eurent tous quitté la pièce, je glissai la main dans ma poche et j'en sortis le caillou. Il était plus lourd que tous les autres, plus sombre, presque chaud.
et je le posai sur la table à la place où le carnet avait été. Le reste de la journée, j'ai baissé les yeux. Ils ont tous cru à l'acceptation. En réalité, un fil venait de se tendre. Le soir même à table, voilà comment je me suis sentie. Il riait, il parlait, il vidait des verres qui n'avaient plus rien d'important. Il vivait, et moi j'attendais. J'étais assise au bout de la table, immobile comme une ombre qu'on aurait oubliée là. Mon regard suivait les silhouettes, mais je ne m'y mêlais pas. Le monde bruissait autour de moi comme un souvenir trop tenace. Un verre tinta, un rire éclata. Une ombre s'allongea jusqu'à mes pieds et je pensais calmement. Si j'en ai l'occasion, je les tuerai tous, sans exception et sans pitié. Mon regard glissa vers les autres convives. Qu'ils soient 7 et que chacun d'eux reçoive la couronne qui lui revient. Cette couronne de sang posée sur cette tête, et alors seulement la justice pourra respirer. Un souffle glacial passa dans la salle. Je ne savais pas encore d'où venait ce souffle, mais il me suivait depuis longtemps. Alors j'ai rêvé, comme je rêvais souvent. J'ai rêvé que je comblais leur bouche de toutes les pierres qu'ils avaient semées sur mon chemin. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque rire, un caillou. Et j'ai rêvé que je les enfonçais dans leurs gencives jusqu'à ce que leurs dents éclatent en miettes. À partir de ce jour-là, chaque scène fut un caillou. Jeanne se rangea à la vie des autres. Une 4e couronne, une de plus. Pauvre humanité. Une 4e couronne de liens déchirés. C'est la trahison dont elle s'est parée. Mathis semait la discorde comme d'autres sèment le blé, car il sut plus particulièrement à me faire souffrir. Une 5e couronne, mais pour qui sera-t-elle donc? Une 5e couronne toute de sang versé. C'est la guerre qu'on a ici déguisée. Un matin, j'ai fait mes valises. Je veux partir, ai-je dit. Si je suis à ce point un poids, je préfère m'en aller. Bruce m'a regardé comme on regarde un enfant stupide. Et pour aller où? Nous sommes en pays étranger et nous nous sommes engagés à te protéger. Nous ne pouvons pas moralement t'abandonner à toi-même. Nous devons aussi nous assurer que tu ne diras pas de mensonges sur nous plus tard, que tu reconnaîtras les grands torts que tu nous as causés. Il a posé sa main sur mon épaule. Petit temps. Pour tout cela, Mathilde, il est impératif que tu restes avec nous. J'ai senti quelque chose se briser. Pas en moi, mais en eux. Dans ma poche, 6 cailloux, alignés, prêts. Une 6e couronne, et j'entends déjà la mort qui approche. Mais qui reste-t-il? Une 6e couronne prépare la défaite. De poison. Voilà de quoi elle est faite. Au bout d'une semaine, ils ont commencé à craindre autre chose. Moi. Les murmures montaient crescendo. Elle nous porte malheur. On va tous crever à cause d'elle. Elle a fait exprès pour la nourriture, j'en suis certain. On aurait dû la laisser dans la forêt. Nous, on aurait dû la tuer dans la forêt. Jeanne n'intervenait plus. Elle aussi avait faim. Elle aussi oscillait entre pitié et besoin de survie. Et comme tous les affamés, elle cherchait un coupable. Ils parlèrent souvent de me tuer. Ils n'avaient pas le courage, pas encore. Mais ils y pensaient, ils en parlaient. Ils le murmuraient le soir quand ils me croyaient endormi, enfermé derrière ma porte. Et moi, dans l'obscurité, je posais un caillou par terre. Puis un 2e, puis un 3e. Et je récitais la comptine qui revenait de mon enfance. Cette comptine que n'entendrai jamais. Un matin, Bruce est entré dans ma chambre. Oui, ils avaient commencé à appeler ça ma chambre, comme si la prison était une faveur. On a discuté, dit-il. Et on ne peut pas te laisser partir, tu comprends? T'imagines ce que tu pourrais dire sur nous? On veut juste te protéger du monde, de toi-même. Un mensonge qui ne tentait même plus d'être beau. Puis il ajouta presque doux. On t'aime bien, tu sais. On veut t'éviter de te mettre en danger. Et que tu nous mettes en danger. Mes doigts dans ma poche se refermèrent sur un autre caillou. Le 7e ou le 8e, je ne comptais plus. J'ai levé les yeux vers lui, et j'ai compris. Ils avaient tellement peur de moi, peur de ce que je pourrais dire, peur de ce que je représentais sans le savoir, peur de ce que j'étais. C'est à ce moment-là qu'ils décidèrent de me tuer. Je l'ai entendu la nuit suivante. Une discussion basse, une corde, un couteau, une hésitation. Ils ne savaient pas encore comment s'y prendre. Ils avaient peur d'attirer l'attention, peur d'un témoin, peur d'un pouvoir, que je n'avais pas. Ironie parfaite. Le lendemain matin, ils m'ont emmené à la voiture. Un dernier voyage dans un autre pays, soi-disant. Je savais ce que c'était. Une mise à mort discrète. Une dernière couronne pour une dernière tête, me suis-je dit. La voilà la mort, la voilà qui s'apprête. Une dernière couronne arrivée à 7. Le roi des ombres est là, et il la pose lui-même. La voiture a surgi derrière un virage, gyrophare éteint. Elle les a forcés à s'arrêter. Un policier est descendu, grand, silencieux, observateur. Il a demandé les papiers, les passeports, les noms, les raisons du voyage. J'ai parlé pour la première fois. Je veux rentrer, ai-je dit. Il m'a regardé fixement sans comprendre, avec une attention sur moi que personne n'avait eue depuis longtemps. Puis troublé, il a demandé « Où avez-vous rencontré cette femme ?» Bruce a bafouillé. Elle est du voyage avec nous. Mais vous l'avez rencontrée où exactement demanda l'homme. Tous mes bourreaux ont commencé à trembler, pas par culpabilité, par peur d'être enfin reconnus pour ce qu'ils étaient. Le policier s'approcha, il me regarda encore, et il dit soudain comme s'il enfonçait une porte invisible. « J'en suis certain, je vous ai déjà vu quelque part. Je le jure. » Il les laissa partir parce que rien ne le justifiait autrement. Mais son regard n'avait jamais quitté le mien. Et quand la voiture s'éloigna, il retourna à son poste, et il visionna des centaines d'images. Il tomba finalement sur un portrait officiel. Un portrait que toute la région avait vu des années plus tôt. L'héritière disparue, la souveraine sans pouvoir, la neutralité incarnée. Moi.
Je n'ai pas protesté quand la police a arrêté une nouvelle fois notre voiture. Je n'ai pas protesté quand ils m'ont ramené au pays. J'étais vide, creuse, presque translucide. Le palais m'attendait comme une ombre familière. Là-bas, on m'a rappelé ce que j'avais oublié. Ma famille avait refusé la connexion qui donnait les pouvoirs, pour gouverner sans influence, sans tentation, sans folie. Nous étions les seuls humains purs, les seuls réellement neutres. J'avais accepté ce sacrifice pour le bien du peuple, et ils avaient appelé ça une faiblesse. J'avais fui, je ne voulais pas de ce rôle-là. Mais après ce que j'avais vécu, je n'y voyais plus une faiblesse. J'y voyais juste un droit, le droit de juger. Ils étaient 7, alignés au milieu de la cour, enchaînés, tremblants, grotesques. Je me suis assise sur le trône. Sur l'accoudoir, j'ai aligné 7 cailloux, un par un, comme on aligne les preuves d'un crime. Je les ai nommés une par une. Injustice, trahison, faim, guerre, mensonge, maladie, poison. Puis j'ai soufflé, les cailloux ont roulé, les cordes ont été tirées et les silhouettes ont quitté le sol. Je n'ai rien dit, rien ressenti. J'avais déjà jugé. Après les pendaisons, je suis entrée dans la salle du miroir. Depuis 2 semaines, mon reflet me défiait. Il clignait trop tard, souriait quand je pleurais, me fuyait comme un animal battu. Mais ce jour-là, enfin, il était parfaitement synchronisé. Je me suis approchée, lui aussi, ni avance ni retard. Nous n'étions plus deux, nous étions la même chose. Le miroir s'est fondu d'un seul trait, comme une vérité qui se brise. Un éclat a roulé jusqu'à mes pieds, et j'y ai vu mon visage. Et j'ai compris. En retournant dans la cour, j'ai renversé les 7 cailloux. Ils ont frappé la pierre comme des marteaux miniatures. Un vent a soufflé et j'ai levé les yeux. La cour entière était recouverte de cailloux. Des milliers, des myriades. Plus que jamais je n'en avais ramassé. Comme si chaque injustice du royaume avait été comptée. Comme si chaque faute du monde entier avait été transformée en pierre. Comme si le jugement n'était pas terminé. Comme si ce n'était que le début. Le soir même, assise dans ma chambre, j'ai murmuré une comptine de mon enfance. Celle que personne ne chantait jamais. Celle qui revenait à chaque fois qu'un caillou tombait. Celle que je reprenais sans fin. Cette couronne de sang posée sur 7 têtes. Mais à qui sont-elles donc, as-tu deviné? Cette couronne de sang posée sur 7 têtes. Ah, malheur à ceux qui les portent. Cette couronne de mort pour le sang versé. La mort reconnaîtra bientôt qui sont ses adeptes. 7 couronnes de sang guideront sa faux et ramèneront à elle ses plus fervents apôtres. Quand les 7 cailloux étaient tombés sur la pierre, j'avais compris que je n'en avais plus besoin. Ils avaient déjà fait leur œuvre. Et cette cour de château pleine d'autres cailloux, des milliers, chacun une faute, chacun un visage, chacun un souvenir. J'ai marché parmi eux, et le bruit qu'ils faisaient sous mes pas ressemblait exactement à celui que j'avais entendu derrière la porte de la cave. J'ai posé la dernière pierre sur le rebord de la fenêtre, et j'ai attendu, parce qu'au fond, je le savais, la 8e couronne, celle qui ne tombe jamais, était à présent là posée sur ma tête, et plus jamais elle n'en partirait. Salut, c'est de nouveau moi. J'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, à partager et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord de la communauté si vous avez envie. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.